Enfin, est-ce que toi, tu pensais beaucoup à un aménagement ou est-ce que tu préférais pas espérer? Comment est-ce que ça s'est mis en place? Alors, je voulais en faire la demande, sauf que je me demandais déjà si ça allait être accepté au vu de mon passé et de mon casier, surtout que vu qu'ils avaient, entre guillemets, pas de raison de me faire tomber en détention, c'était plus un procès politique, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai eu le droit à la prison. Je me suis dit, est-ce que si je fais une demande, elle va être acceptée ou pas? Au final, j'ai rien eu besoin de faire, je sais pas pourquoi. Il est venu me voir un jour dans ma cellule, il m'a dit, tu sors. C'est qui il? Le chef de détention. Ah, t'as eu un aménagement sans l'avoir demandé? Ouais, c'est ça. Et t'as eu des RPS aussi, des remises de peine? Alors, pour le coup, j'aurais pu en avoir si je serais pas sorti en liberté conditionnelle. Pour le coup, là, je suis sorti en liberté conditionnelle. J'avais le droit sur 6 mois, j'avais le droit au maximum à 84 jours. Mais ce que tu dis, c'est qu'en fait, il n'y a pas un ou une SPIP qui t'a expliqué ce qu'était un aménagement, comment ça allait se passer, etc. Personne t'a rien dit. Alors si, ils m'ont expliqué comment ça allait se passer, que j'avais la possibilité de sortir sous contrainte. Donc sous contrainte, ça aurait été avec bracelet. Ou alors en liberté conditionnelle, avec des obligations. Et que j'avais la possibilité d'en faire la demande. Mais du coup, j'ai pas eu besoin en fait. Parce que j'ai le chef de détention qui est venu dans ma cellule. Il m'a dit... Alors non, j'ai appris par le SPIP que je passais en commission déjà. Genre je demande d'avoir le SPIP du coup... parce que ça faisait 2 mois que j'étais incarcéré, j'avais toujours pas vu de SPIP. Donc je me dis ouais, ok, d'accord. Donc je fais une demande pour voir le SPIP. Elle me dit ouais, mais de toute façon, donc elle me répond, pour faire une demande, il faut faire une lettre, comme pour tout de toute façon. Elle me répond par lettre, ouais, mais de toute façon, j'avais déjà prévu de vous convoquer parce que vous passez en commission bientôt. Je fais ouais, normalement, je passe en commission le 3 octobre. Et du coup, elle me convoque, elle me dit, donc je parle avec elle et tout. Et je lui fais, oui, je passe en commission le 3 octobre. Elle me fait, non, vous avez une commission là bientôt. Je fais, comment ça bientôt? Elle me fait, ouais, j'ai vu votre nom passer, vous passez en commission bientôt, c'est pour ça que je voulais vous voir. Elle me dit, vous passez en commission le 1er septembre. Je lui dis, ok, j'étais pas au courant, mais ouais, tant mieux, je vais pas me plaindre, quoi. Elle me dit, donc c'est le juge qui décidera, en fonction des rapports de la prison. Si vous avez eu un bon comportement et que le maton et les directions ont fait de bons rapports sur vous, vous pourrez possiblement sortir. Et là, c'est pas toi qui dois fournir des justificatifs de domicile, une promesse d'embauche et tout? Alors, non, pour le coup, moi, ils ont demandé à ma compagnie. Ok. Vu que moi, j'étais à l'intérieur, j'avais accès à aucun document. Au début, la SPIP, elle a contacté mon père pour avoir les documents. Sauf que mon père ne sait ni lire ni écrire. Du coup, la SPIP est passée par ma copine. Okay. Elle s'est dit, ce sera plus facile comme ça. Bon, au moins là, elle a fait un peu son taf. Ouais. Pour une fois. C'est rare, hein. Ok. Mais c'est pareil, pour le coup, moi qui ai des enfants placés, l'éducatrice de mon fils avait tenté de prendre contact avec le SPIP, il ne lui a jamais répondu. Du coup, ils t'ont pas du tout aidé pour le maintien des liens avec ton entourage? Pas du tout. Quand je suis sorti du coup de détention, donc le 3 octobre, le 3 octobre même, j'ai appelé l'éducatrice de mon fils, elle me dit « Ah mais vous êtes sorti ?» Ouais. Elle me fait « Vous êtes en permission ?» Je fais « Non, liberté conditionnelle. » Elle me fait « J'étais pas au courant, moi j'ai tenté de contacter le SPIP, il me répondait pas. » Ouais, donc elle fait pas tant son boulot du tout. Donc en fait, si je comprends bien, personne t'a dit en fait que tu avais le droit à des permissions, personne t'a dit en fait que tu avais le droit en fait à un aménagement de peine. On te l'a mis sous les mains et on t'a dit t'as une possibilité de sortie, à toi de choisir entre la contrainte ou la conditionnelle. Non, ils m'ont dit qu'il y avait ces deux choix qui s'opposent à moi, que à partir d'une certaine période, donc à partir d'une certaine date, je crois c'est au bout de 3 mois tu peux demander la liberté sous condition. Non, mi-peine c'est la liberté conditionnelle et 3/4 de peine c'est la liberté sous contrainte que tu peux faire la demande. Donc ils m'ont dit à partir de ta mi-peine, donc à partir du mois de septembre tu peux demander la liberté conditionnelle.
Et du coup, arrivé à mi-peine, donc au mois de septembre, je suis passé en commission sans que j'en fasse la demande et je suis sorti en liberté conditionnelle. Ok. Et ta conditionnelle, là, elle va durer combien de temps? Jusqu'au mois de décembre. Donc bientôt, là, le 31 décembre, elle finit. Ok. Donc ça aura couvert les 6 mois. C'est ça. Et ensuite, tu as du sursis probatoire ou des obligations? Sursis probatoire pendant 2 ans. Avec des obligations? Avec obligation de soins par rapport aux stupéfiants et obligation de formation au travail. Ok. Un suivi serré. Ce qui m'a paru bizarre, c'est qu'ils, entre guillemets, m'arrêtent pour des manifs, mais ils ne mettent pas d'interdiction de manif. Bah, tant mieux. Oui, c'est pas... Oui, tant mieux. Mais D'ailleurs, tu disais tout à l'heure que c'était une condamnation politique parce qu'ils t'ont arrêté pour rien. Et c'est vrai qu'ils t'ont arrêté pour rien. Par contre, il y a plein de gens qui vont en prison pour rien. Les juges, ils s'encombrent rarement de preuves et tout. Plein de choses. Tant que les gens... C'est plutôt si les gens ont les moyens de se défendre ou pas qui va jouer. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens, je pense, qui sont là-bas pour 3 fois rien, voire pour rien, sans preuve et tout. Ou juste pour des aveux arrachés en garde à vue. En tout cas, moi, ce que ça me fait penser, c'est un procès suite aux émeutes que j'ai vu, où une personne, elle a été arrêtée à proximité d'un magasin qui avait été pillé. Et là, pour le coup, l'avocat a quand même fait une grosse argumentation pour montrer qu'il n'y avait pas de preuve, que c'était n'importe quoi, que la personne, elle n'a pas été retrouvée avec les choses qu'on lui dit qu'elle a pris, que c'était même pas la marque qu'on l'accuse d'avoir pillé, etc. Donc il y avait quand même pas mal d'arguments. Et en fait, ils en ont eu rien à foutre. Ils l'ont condamné lourdement et ils l'ont incarcéré. Et c'est pas quelqu'un qui est un manifestant connu ou quoi que ce soit. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait envoyer en prison à tour de bras suite à ces émeutes et puis aussi en général. Tout à l'heure, en dehors, on a parlé du fait que tu avais des tiges à faire. Oui. Est-ce que tu peux raconter comment ça se passe un peu? Parce que le tige, en fait, c'est de la main-d'œuvre gratos pour les boîtes. C'est bien pratique. Alors, à Saint-Étienne, comment ça marche, les tiges? Alors, en tout cas, pour moi, je fais mes tiges dans une association. Ça s'appelle l'association Rancard, où ils font de la céramique et tout. Et du coup, c'est du nettoyage de locaux, porter des charges lourdes, ou faire, entre guillemets, ce qu'ils ne veulent pas faire. Genre, je sais que là, les tiges que j'ai eu à faire, c'était peindre des boîtes en bois. Ok. Tige, ça veut dire travail d'intérêt général. Travail d'intérêt général. C'est quoi l'intérêt général, là? C'est parce que c'est associatif. Quoi. Ah hey. Ils leur donnent des subventions, donc du coup, ça veut dire en fait que c'est d'intérêt d'utilité publique. Donc, intérêt d'utilité publique, on a le droit d'envoyer des détenus travailler pour ces associations. Bravo les associations, bravo Rancard. T'es payé? Non. T'es obligé? Oui. Si t'y vas pas, il se passe quoi? Alors si j'y vais pas, d'ailleurs j'y suis pas allé hier, je m'attends à avoir un rapport du SPIP au tribunal. Et du coup, si tu manques un jour, ou ne serait-ce que là, elle a été claire avec moi dès que j'ai commencé lundi, elle m'a dit si t'as 3 retards, je te vire. C'est la meuf de l'association qui t'a dit ça. Elle m'a dit t'as 3 retards, je te vire. Moi qui habite. Elle avait rien à foutre, elle, que tu retournes en prison. Non, moi qui habite vers Firminy, je suis en tige à la Métard. J'ai pas de voiture. Je prends le bus. C'est combien en bus? Ça dure combien de temps d'y aller? J'en ai pour 1 heure en bus. Ouais. Plus les frais que tu payes ton bus. Ouais, c'est ça. Ils te payent pas le bus? Non. Ok. Et si le bus a du retard, tu t'expliques comment. Ouais. Et au bout de 3 retards, elle te vire et puis après le SPIP fait un rapport au juge et le juge décide ou non de te renvoyer en prison. Ok. Et ça, c'est une autre peine. Ça, c'est encore une autre peine. Et donc, tes horaires quand tu y vas, c'est combien de temps? Là, je fais du 15h, 20h. Et combien de fois par... Là, je bosse tous les jours de la semaine, sauf le samedi, dimanche.
Et c'est censé durer combien de temps? 70 heures. Ok. Moi, j'ai une autre question pour revenir un peu. Quand t'es sorti, comment ça s'est passé? Tu t'es senti décalé avec les gens? T'as eu l'impression que t'arrivais un peu à te préparer à la sortie? C'était comment pour toi Alors le retour à la vie normale entre guillemets, parce que c'est pas très très normal les situations dans lesquelles ils nous mettent en détention. Le retour à la vie normale a été pas mal dur pour moi. Après j'ai eu pas mal de copains qui étaient là pour m'aider, à me faire sortir tous les soirs, aller boire des verres, aller dans des concerts. Et du coup ça a été pas mal cool, je me suis pas retrouvé tout seul. Après c'est vrai que si on se retrouve tout seul ça peut être compliqué, parce que la prison fait perdre beaucoup de repères. Donc quand tu sors et que t'es tout seul, t'as plus autant de repères qu'avant. Donc ça peut être très très dur. Est-ce que t'avais des habitudes de quand t'étais dedans qui te sont restées les premiers temps où t'étais dehors? Ouais. Bah genre à 6h ils venaient tous les matins. Donc tu t'essayais d'être réveillé pour 6h. Et le premier jour où je suis sorti, mon père il m'a raconté ça. Je me suis réveillé et je cherchais le surveillant en fait chez moi. Mon père il me dit mais t'es à la maison, il n'y a pas de surveillant ici. Je dis ok. Ouais. Ça marque. Il y a d'autres trucs qui t'est resté en fait de la prison, je sais pas moi, des habitudes comme elle disait en fait. Non, pas vraiment. J'ai retrouvé ma vie d'avant. Ok. Parce que souvent des détenus ils bloquent devant une porte. Non, moi ça me le fait pas. Par exemple, moi c'était mon cas. Tu sais, je me trouvais devant une porte, plus l'habitude en fait de l'ouvrir par toi-même, donc attendre, tu sais, que quelqu'un l'ouvre à ta place. Ouais. Mais d'un coup tu te dis mais en fait je peux l'ouvrir. Ouais. Tu vois, juste parce qu'en fait t'as perdu. Oui. Non, moi ça me le fait pas. Ok. Quand tu disais que le fait d'être enfermé, ça t'a fait perdre des repères, c'est quels repères par exemple? Bah déjà comme les premiers temps, genre tu te dis en fait tu fais plus rien toi-même parce que en prison ils font tout pour toi entre guillemets. Ça t'ouvre les portes, ça te dit quand tu manges, ils viennent te chercher quand t'as des rendez-vous. En fait ils font tout à ta place en fait. Donc quand tu sors et tu te retrouves tout seul, t'es en mode ok. Pourquoi ça arrive pas? Pourquoi? T'es en mode ouais. T'attends en fait, tu sais plus trop quoi C'est faire. ça. Et moi j'avais encore une question, c'est quand t'es sorti, du coup t'as écrit pour... c'est quoi qui t'a donné envie de faire ça? Alors, parce que je voulais raconter comment s'était passé ma détention. Et j'avais prévu, entre guillemets, de le poster. Puis après, j'ai jamais osé le poster, je sais pas pourquoi. Mais j'avais écrit dans le but de le poster pour expliquer justement comment ça se passait en détention, comment ça avait pu se passer, entre guillemets, pour moi. T'avais envie de partager ça? C'est ça, les erreurs à ne pas faire en prison. C'est quoi les erreurs à ne pas faire? Alors, pour le coup, je sais pas si je l'avais évoqué moi dans ce que j'avais écrit, mais c'était une erreur toute bénigne. J'avais pris un téléphone. Mon de peau en prison, c'est toujours celui qui va avoir la plus grosse. Et du coup, si tu viens à l'acheter à la mauvaise personne, bah tu peux vite avoir des problèmes avec une autre. Après, tu peux pas forcément le savoir. Oui. C'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un après toi, cette expérience que tu as eue? Or, de toujours prendre du recul, de pas juger les gens trop vite ou de pas de leur faire confiance très vite, de quand même prendre du recul par rapport aux gens, par rapport à la situation. C'est mieux d'avoir des gens avec qui on s'entend. Après, on peut pas s'entendre avec tout le monde non plus. Donc toujours, même si tu t'entends bien avec la personne, toujours faire attention, pouvoir te mettre en arrière au cas où. Genre jamais donner ta confiance tout de suite aux gens. Mais... Maintenant que t'es sorti, t'as un suivi judiciaire. D'accord, tu vois une SPIP, je sais pas, peut-être une fois par mois. Normalement une fois par mois. Normalement une fois par mois.
Et est-ce que tu trouves en fait qu'elle t'aide dans tes démarches administratives? Parce qu'en fait, on t'en impose plein, je le sais, je suis passé par là. Donc on te dit oui, en fait, tu dois aller chercher tel papier, tu dois faire tel truc, tu dois en fait remplir des conditions à la con. Par exemple, moi, il me disait, vous n'avez pas de carte de sécu, donc allez faire votre sécu. Vous avez pas une pièce d'identité, allez faire votre pièce d'identité. Je donne des exemples comme ça, mais en tout cas, ils t'imposent tout ça et tu dois à chaque fois en fait leur ramener même CV, faire une boîte mail, enfin des conneries, ils demandent. Mais ça, c'est le pouvoir qu'ils ont sur toi pour pouvoir te contrôler et te faire faire des choses qui peuvent justifier à la juge, parce que sinon, ouais, ils ont rien à te faire faire. Mais d'un autre côté, tu as besoin, en fait, tu vois, quand tu sors de prison, par exemple, tu rien. Toi, tu as quel âge? J'ai 23 ans. Donc, tu n'as pas le RSA, en fait. Quand tu sors, tu rien du tout. Tu rien, on te laisse, en fait, en sortie sans aucun moyen, en fait, de subvenir à tes besoins. Et en plus de ça, on te demande de faire un tige. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour toi, quel est le rôle, en fait, d'une SPIP? Eh ben, j'aimerais bien le savoir moi-même. Depuis que je suis sorti, j'ai pas vu mon SPIP. Je dois le voir une fois par mois. Il ne me convoque pas. Quand je l'appelle, il ne me répond pas. Et tu fais comment pour vivre si t'es obligé de travailler gratos et que t'as pas d'aide? Tu te démerdes. Et comment tu fais pour payer tes amendes qu'on te demande de payer? Tu te démerdes. Avant, il y avait une aide en fait pour les gens en fait qui sortaient de prison qui s'appelait l'ATA, qui n'était pas en fait que pour les détenus, qui était aussi pour les migrants qui arrivaient ici et qui demandaient en fait leur statut de résident, leur autorisation de rester sur le territoire. Donc on leur donnait ça. Et est-ce que aujourd'hui en fait c'est encore le cas? Non, en tout cas on me donne rien. Non, parce qu'en fait c'est plus le cas. Mais bon, ça fait partie des choses en fait qu'ils auraient pu en fait laisser et qui apportent une petite aide en fait aux sortants. Et pareil, on demande en fait une obligation de travailler. Ça fait toujours partie en fait des obligations qu'on te met. Moi je me suis toujours posé la question en fait de cette idée, parce que l'obligation de travail pour moi c'est donc tu me demandes en fait d'être esclave. Si j'en ai pas envie, c'est plus du travail, c'est de l'esclavagisme. Et moi, il me semble que l'esclavagisme, en fait, ça a été aboli. Et toi, en fait, comment tu ressens en fait le fait qu'on t'oblige en fait à aller travailler? Et je dis pas en fait que t'as pas envie, mais cette obligation, elle est quand même particulière. Bah ouais, je trouve pas ça normal. Puis c'est pareil. La plupart, après je dis pas qu'on ne trouve pas de travail, mais pour la plupart des travails, entre guillemets, la plupart maintenant ils demandent des diplômes. Pour la plupart, si t'as pas de diplôme, tu fais comment? Donc tu trouves pas de travail, mais si tu travailles pas, on te renvoie en prison. Donc t'acceptes, tu risques d'accepter n'importe quoi. C'est ça. Encore faut-il le trouver, mais... Encore faut-il le trouver, et puis tu vas accepter peut-être des choses qui te plaisent pas en fait. Est-ce que on t'a orienté vers le GREP? Non. Le GREP, c'est une association qui est censée en fait aider les sortants de prison à trouver en fait du travail, des stages, des formations. Mais on t'a orienté vers rien en fait. Vers rien du tout. Le SPIP, quand je l'ai vu, donc je suis sorti le 3, je l'ai vu le 5, il m'a dit trouve un dictologue, trouve un travail ou une formation, au revoir. Du coup, il t'aide comment pour ton insertion? Je sais pas. Parce que c'est quand même le rôle. Ouais, service probatoire d'insertion et probation. Mais si il n'y a rien, il n'y a aucune structure en fait pour l'insertion, en gros, en fait, ça consiste à quoi alors du coup? Bah, j'aimerais bien le savoir. Moi, ils m'ont plutôt laissé en mode démerde-toi, t'es sorti, trouve un travail, trouve une formation, trouve un addictologue, démerde-toi, on t'aide pas. Mais apporte les justificatifs pour pas retourner en prison. C'est ce que j'allais dire. Le jour où ils te demandent, il faut quand même que tu fournisses des preuves. C'est plus de la gestion administrative encore. C'est ça. En fait. C'est la version hardcore du Pôle emploi. C'est ça. Si t'as des obligations, t'as des contraintes, on t'aide pas, faut que tu remplisses des cases, et sinon tu seras dans la merde. C'est ça. Du coup, moi, l'autre question que je voulais te poser, c'est est-ce que en fait le Trésor public t'a déjà contacté? Non. Est-ce que alors,
moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que en fait c'était une condamnation définitive au civil, ou alors en fait il va y avoir un autre procès au civil? Non, il n'y aura pas d'autre procès. C'était définitif. Ouais. Quand on en a parlé la dernière fois, tu savais pas trop en fait comment c'était les histoires des amendes, s'il y avait eu déjà de l'aide par rapport à ça ou pas. Bon, je sais toujours pas. J'ai vu mon SPIP la semaine dernière. Je l'ai vu entre deux portes, vu qu'il m'a accompagné pour mon tige, pour me présenter et donner le papier. Ah mais tu viens juste de le commencer le tige en fait. Et pour donner le papier à la meuf du tige, donc je l'ai vu entre deux portes. Il m'a dit ouais je regarderai puis je vous rappelle. Ok. Et t'as jamais rappelé? Non. C'est pareil, je suis censé avoir un rendez-vous par mois. Donc là, novembre, décembre, je n'en ai pas eu. Il m'a dit je te recontacterai en janvier. Et le SPIP, toi quand tu vas le voir, c'est vers Dorian. Ouais. Donc dans le centre-ville de Saint-Étienne. Ouais. Donc quand tu descends en fait pour venir en fait voir le SPIP de Firminy, ouais. Tu mets combien de temps? Le M1 il met 40 minutes de Firminy. Donc tu mets 40 minutes pour descendre là. Ou alors il appelle jamais, ou alors il appelle 2 heures avant pour dire dans 2 heures faut que tu sois à telle adresse. Comme il s'est passé pour mon tige. Il m'a appelé à 11 heures et j'avais rendez-vous à 1 heure. Il me faut déjà 1 heure pour descendre. Ouais. Tu t'es pas dit que j'avais peut-être des trucs à faire, peut-être des rendez-vous chez Pôle emploi, non. Donc je lui ai répondu bien gentiment par SMS. Vous êtes prié de m'appeler plus tôt la prochaine fois, j'ai rendez-vous chez Pôle emploi, je viendrai pas. Et bien sûr, on va te demander un justificatif. Ah bah oui. Si c'est vrai. C'est ça. Tu l'as vu comment pour l'instant en fait comment tu vis en fait ton contrôle judiciaire pour le moment? J'ai pas l'impression qu'il y en ait un en fait. Malgré les obligations qu'il y a de la dictologue, de trouver un travail, de ci, de ça. Celui à qui je suis censé donner les justificatifs, je le vois jamais. T'es allé à la dictologue? Non. J'ai rendez-vous cet après-midi à Rimbaud. Parce que pendant ces 2 mois, j'étais en liste d'attente. Parce que tous les addictologues sont pleins, bien évidemment. Est-ce qu'ils t'ont pas envoyé à la charité? Non. Ils m'ont redirigé vers aucun addictologue. Moi, je connaissais Rimbaud parce que c'est ceux qui interviennent sur la maison d'arrêt La Talaudière. Mais eux, quand je suis sorti, ils m'ont donné tous les papiers. Ils m'ont dit démerde-toi. Ils m'ont pas donné de piste ni rien. Ok, on te demande de faire des trucs, mais c'est ça. C'est à toi de te démerder. C'est ça. J'ai aussi appris que Rimbaud faisait des chantiers de réinsertion professionnelle. Mais ça, je l'ai appris à mes dépenses, c'est pas eux qui me l'ont dit. C'est en regardant sur internet, en demandant à des copains qui eux connaissent, qui m'ont dit demande, ils font ça. Parce que ceux qui sont censés t'aider, ils ne t'aident pas. Ils te donnent les papiers, ils disent démerde-toi. Trouve et fais. Et t'as quelque chose à dire en fait aux autres détenus? Ou à leurs proches? Non, après si, comme tout à l'heure, soyez entre guillemets présents pour eux par tous les moyens que vous pouvez, ça fait toujours plaisir à recevoir de l'aide, à recevoir du soutien.